Garou, au Moyen-Âge, personnage malfaisant, errant la nuit, métamorphosé en loup. Lycanthropie, aliénation mentale dans laquelle le malade s'imagine être métamorphosé en loup. You really scared me, you shithead. You gonna help me up or what? La métamorphose d'un être humain en créature fantastique est l'un des thèmes les plus adaptés au cinéma et même à la télévision. Et avec les vampires et autres créatures mythiques, le loup-garou est en bonne place, d'autant que la transformation, elle, d'une douleur insupportable, rappelle nos propres souffrances. Alors cette créature légendaire, dont la légende et la réalité de son propre mythe fondent en une seule idée, un monstre, va donner de nombreuses œuvres cultes avec plus ou moins de chance, il faut quand même le dire, et dans les années 80, a surtout donné deux films, deux très grands films, différents sur le même thème, Le Loup-garou de Londres et Hurlement. Hurlement de Joe Dante, film de 1980, écrit par John Sayles et Terence Winkless, assimile les loups-garous à une secte secrète, ce qui n'est pas rien. Karen, qui est une journaliste, qui est attirée dans un cinéma porno par un tueur sadique, puis menacée de mort par Eddie Quist, donc, ce maniaque, va réussir à s'échapper et Eddie sera abattu par la police. Ne comprenant pas ce qu'elle a vu, la métamorphose, puisque Edith est en train de se métamorphoser devant elle, et souffrant d'amnésie, elle va aller consulter le docteur Wagner, qui va l'amener sur son île avec son mari Bill, pour la soutenir d'abord, bien sûr, et où sa clinique privée pourra peut-être l'aider à comprendre et rencontrer la colonie, les autres patients, du moins à ce qu'il paraît. No, not really, just weird little pieces in my dreams. How you and Bill? Donc Joe Dante confirme son talent après le très bon Piranha, qui était une sorte de remake déguisé des Dents de la Mer, mais avec ces petites bestioles dégueulasses, et nous livre ici un grand film sur les loups-garous, aidé par son scénariste de Piranha, John Sayles. Le film est rempli de références au cinéma fantastique, ça n'arrête pas, avec des noms de personnages qui correspondent à des noms d'autres films, ou des noms de personnages d'autres films, ou des réalisateurs d'une époque fantastique oubliée. Vous avez Roger Corman qui apparaît, vous avez Forrest J. Ackerman qui apparaît. Roger Corman était un producteur de petits films fauchés et lancera la carrière de Joe Dante au cinéma. Hurlement, malgré son faible budget, seulement $1 million, restera connu pour ses fabuleux effets spéciaux créés par Rob Bottin et aussi un petit peu par Rick Baker. Rob Bottin est connu pour ses travaux sur The Fog, The Thing, Total Recall, dont il aura aussi un Oscar. C'était le protégé de Rick Baker. Lui devait travailler sur Hurlement, mais décida de partir sur le Loup-garou de Londres, laissant la place libre à Bottin, qui va nous asséner des séquences de lycanthropie absolument fabuleuses. Elles sont magnifiques, mélangées avec des animations image par image de David Allen, qui, elles, font quand même un petit peu dessin animé en surimpression, mais bon, ça passe, ça dure 3 secondes en plus, donc on va pas en faire un plat. Et surtout un fond sonore d'os qui craquent, qui sont absolument terrifiants. Les bruits qui accompagnent les transformations sont dégueulasses. La différence aussi avec le loup-garou de Londres et les loups-garous en général, c'est que ceux-ci peuvent se transformer en plein jour et non pas qu'à la pleine lune. Alors la grande scène de Hurlement, c'est bien sûr la scène de transformation intégrale d'Eddie Quist devant Karen, qui est absolument incroyable.
incroyable avec son nombre de prothèses qui gonflent, qui s'allongent. C'est vraiment une vraie transformation en direct, moins douloureuse mais plus gluante que celle du Loup-garou de Londres. Alors pour les acteurs, bien sûr, Joe Dante sait les choisir. Le futur réalisateur de Gremlins, Panic à Florida Beach, Explorer ou L'Aventure intérieure va choisir Dee Wallace, future Madame Dee Wallace-Stone, future maman d'Eliot aussi dans E.T. l'extraterrestre. Va choisir Patrick Macnee, et oui, notre John Steed, c'est lui qui va jouer le docteur Wagner, donc célèbre pour son rôle dans Chapeau melon et bottes de cuir. Robert Picardo, qui lui était un grand ami de Joe Dante et qui jouera comme Dick Miller dans la plupart de ses films. Il est connu pour son rôle du médecin hologramme de Star Trek Voyager. Hello, Karen. Eddie. I'm glad you came. I wanted to see you again. Il y joue là Eddie Quist, qui supportera les maquillages de Rob Bottin. Your classic werewolf can change shape anytime it wants, day or night, whenever it takes a notion to. That's why I call them shapeshifters. I got a dozen books on it. Nous avons Belinda Balaski qui avec Denise Dugan joueront Terry et Chris qui vont essayer d'aider Karen, ce sont ses amis, et dans les rôles des patients de la colonie, alors là c'est un festival, nous avons notamment John Carradine, le père de Case, Robert et David, et oui Kung Fu, David Carradine, tous trois des acteurs plutôt connus, grand acteur à la filmographie impressionnante, il a fait plus de 250 films. Can't go on like this. Damn teeth are sharp. Hell of a nose. Et Kevin McCarthy qui va jouer le responsable de la station télé où travaille Karen. Nor animals, but something in between. Monstrous mutation. Que lui on a pu voir dans bien sûr L'invasion des profanateurs de Sépulture ou L'Aventure intérieure. Il était voilà bon c'est un acteur au florilège cinématographique et télévisuel absolument édifiant. Christopher Stone, donc lui va jouer Bill, futur mari de Dee Wallace, et mari donc à l'écran là de Karen. Sa scène d'amour lycanthropique avec Masha restera dans les annales de la nullité et des poils, c'est le cas de le dire. Oh, much more than that, bright boy. Much more. Il ne faut pas non plus ne pas parler bien sûr de la musique de Pino Donaggio avec ses chœurs pendant les transformations qui nous transpercent d'effroi parce que elles sont juste trop bizarres. Ça reste dans la tête et c'est l'une de ses meilleures. Il composera beaucoup de musique de film notamment aux États-Unis et fera une grande partie de la filmographie des Brian De Palma. But I have proof, and tonight I'm gonna show you something. Make you believe. Donc le final de Hurlement et son double gag, vous avez Karen qui se transforme en direct à la télévision, les spectateurs eux ne pensant qu'à des effets spéciaux sans y croire un seul instant. Et dans la minute suivante, vous avez Masha, toujours vivante, qui commande un steak bien saignant. How you want it, honey? Rare. Donc des suites sans absolument aucun talent ni intérêt vont voir le jour, mais le premier, avec son petit budget d'1 million de dollars, en rapportera plus de 17 au box-office, c'est quand même pas rien, et va obtenir le prix de la critique au Festival d'Avoriaz en 1981. Ce festival à l'époque spécialisé dans le cinéma fantastique était suivi de tous et vraiment très apprécié pour les jeunes comme nous.
Le Loup-garou de Londres, 1981, donc, de John Landis, nous raconte l'histoire de deux étudiants américains, David et Jack, sillonnant l'Angleterre et parcourant la lande. Un soir, après s'être arrêtés dans une auberge, ils se trompent de route et se perdent dans la forêt. Ils sont alors attaqués par une bête sauvage. Jack meurt et David, lui, est mordu et griffé et va se réveiller dans un hôpital à Londres, alité et soigné par la délicieuse et magnifique Alex, une jeune infirmière. I've just had a nightmare. Not to worry, I've just the thing. Suite à cela, il va malheureusement commencer à subir des cauchemars où Jack lui apparaît de plus en plus décomposé et même mâchouillé. Il va lui annoncer qu'il va souffrir de lycanthropie, qu'il va se transformer en loup-garou. Et David va commencer à se plaindre de plusieurs douleurs osseuses et musculaires. Pendant ce temps-là, la pleine lune arrive. The last remaining werewolf must be destroyed. It's you, David. Donc mélangeant humour et horreur, intimement liés, le Loup-garou de Londres est parfaitement réalisé par John Landis, sortant de plusieurs films ultra cultes et absolument hilarants comme Hamburger Film Sandwich, American College et surtout un chef-d'œuvre, les Blues Brothers. Il va réaliser le Loup-garou de Londres pour 10 millions de dollars, puisqu'il est bankable, on lui lâche l'argent, une énorme somme à l'époque. Le film fut tourné, ce qui est très rare à Hollywood, dans l'ordre chronologique des événements. Ladies and gentlemen. Il enchaînera avec Un fauteuil pour deux, formidable comédie avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd. Le clip thriller de Michael Jackson, C'était lui, et le prologue et sketch d'un film qui s'appelait La quatrième dimension, produit par Steven Spielberg, dont il aura beaucoup de mal à se remettre puisqu'un accident sur le tournage provoquera la mort de sa star Vic Morrow ainsi que des deux enfants qu'il portait avec lui, puisque l'hélicoptère qui les survolait va s'abattre sur eux et les décapiter. Il fut inculpé d'homicide par imprudence avant d'être disculpé. Plusieurs scènes de sexe et de meurtre furent malheureusement coupées par peur de la censure, ce que Landis regrette aujourd'hui. Pour la musique, une fois n'est pas coutume, bien sûr, c'est le grand Elmer Bernstein qui va composer une partition très très courte, parce que je crois qu'elle fait moins de 20 minutes, vraiment, mais 20 minutes à tout casser. Et beaucoup de chansons ayant pour thème la lune seront dispersées à travers le film. Il n'existe malheureusement à aujourd'hui aucune version officielle de la musique du film. Tomorrow night's the full moon. You're gonna change. You'll become... I know. A monster. Alors au départ, c'était John Belushi et Dan Aykroyd, les Blues Brothers, qui avaient été choisis par les producteurs afin de capitaliser sur le film. John Landis va insister pour engager deux inconnus. Donc David Naughton est le héros David, qui ne trouvera la gloire qu'avec ce film, ses autres rôles étant plus qu'anecdotiques. Pour Jack, par contre, c'est l'inverse, puisque Griffin Dunne va connaître le succès avec After Hours de Martin Scorsese quelques années plus tard. Puis le calamiteux Who's That Girl, mais comme il y avait Madonna, succès oblige, et bonne pub surtout. Et Le Grand Bleu, film d'un réalisateur français connu, paraît-il. Voilà, et plein d'autres films derrière. Good movie. Mm-hmm. What can I say, Jack? You don't have to say anything, David. Donc les apparitions de Griffin Dunne décomposées sont de plus en plus dégueulasses, mixées aux nombreux cauchemars du film, tout y est vraiment étonnant. Although I don't see that it's any concern of yours, Nurse Price. No, sir. Of course, sir.
Jenny Agutter, qui va jouer donc l'infirmière intentionnée Alex, avait joué dans la superproduction L'âge de cristal de Michael Anderson dans le rôle de Jessica Six. On se rappelle d'elle parce qu'elle y portait une tenue qui était si légère qu'en haute définition en Blu-ray, il est difficile de ne pas voir l'intégralité de sa plastique. Elle avait aussi joué dans Ecous de Sidney Lumet, Darkman de Sam Raimi, et même dans les Avengers et Captain America le soldat de l'hiver, puisqu'elle y joue une des conseillères de l'ombre. On peut la voir en ce moment même dans la série Code de Midwife. Hi, I'm Mr. Collins of the American Embassy here in Grosvenor Square. À noter dans le rôle de Collins qui vient rendre visite à David à l'hôpital au tout début, l'agent de l'ambassade qui est joué ici par Frank Oz, qui était la voix originale de Kermit la grenouille dans le Muppet Show, et surtout, je pense que vous le connaissez un petit peu, le fameux Yoda dans l'Empire contre-attaque. Et bien sûr la suite. Il réalisera de nombreuses comédies. Alors bien sûr, hein, il faut en parler parce que c'est ce qu'on attend le plus, même s'il arrive vraiment au bout d'un moment de métrage. La scène de la transformation en loup-garou est exceptionnelle par sa brutalité. La douleur que ressent David et aussi la drôlerie des inserts de statues de Mickey et Donald en plein milieu font vraiment que voilà, avec les cris de douleur, tout ça, enfin, c'est insoutenable presque. On sent vraiment que le gars a mal. Il brise même le 4e mur, hein, puisque à moitié loup-garou, il nous regarde à travers la caméra et nous demande de l'aider, ce que l'on peut bien sûr pas faire. Il nous appelle à l'aide. Alors non seulement la transformation va durer un moment, hein, mais elle y est montrée sous toutes les coutures, hein. Rien n'est épargné, les oreilles, les épaules, le dos, les jambes, les pieds, les bras, les mains, tout est fait et c'est absolument fabuleux. Rick Baker a fait un travail vraiment étonnant. Alors les attaques dans le métro qui sont pour beaucoup en caméra subjective et surtout celles dans Londres restent spectaculaires. Ils font de ce film bien sûr un morceau d'exception. La scène finale d'ailleurs en plein milieu de Londres avec ce loup-garou lâché qui provoque des accidents de bagnole absolument dégueulasse, où on voit que enfin bon, les personnages passent à travers les pare-brises, sont écrasés, sont tamponnés, enfin bon, c'est vraiment très 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 violent et en même temps très drôle. Donc le film sera, lui, comme Hurlement, un grand succès et surtout le premier Oscar des maquillages pour Rick Baker. C'est une récompense qui est créée cette année-là. Baker fut donc le premier. Il réalisera les maquillages derrière du King Kong de 1976 de John Guillermin, les créatures de Star Wars en 77. Il va faire les effets spéciaux du fabuleux Vidéodrome de David Cronenberg en 82, les singes de Greystock ou de Gorille de la Brume, à travailler sur Men in Black et j'en passe. Tout au long de sa carrière, il remportera pas moins de 7 Oscars. On peut dire que c'est quand même un grand maquilleur. Donc quid du loup-garou derrière, énormément de choses, hein. Si je vais vous faire une petite liste exhaustif de ceux que j'aime moi. En 1982, Wolfen, hein, qui continuera à prendre le flambeau. Il y aura le Loup-garou de Paris de triste mémoire, hein, réalisé par Anthony Waller en 1997. Je vous le déconseille. Il n'a de commun que le titre. Le film est à oublier, c'est même, je pense, déjà le cas. En liste exhaustive, après, je vous conseillerais le Loup-garou de la Universal, hein, bien sûr. Hein, c'est pas un des premiers, mais il est vraiment bon. La nuit du Loup-garou de Terence Fisher, excellent
excellent réalisateur à la photo magnifique qui a travaillé pour la Hammer avec le grand Oliver Reed. La Compagnie des loups de Nate Jordan, un très bon film sur, on va dire, le petit chaperon rouge, mais avec des transformations d'hommes en loup-garou absolument géniales. Peur bleue d'après Stephen King, une petite série B assez drôle. Teen Wolf avec Michael J. Fox, qui là va vraiment rentrer dans la catégorie film humoristique et pour adolescents, mais reste fun à regarder. The Monster Squad de Fred Decker, dont j'ai parlé. Wolf de Mike Nichols avec Jack Nicholson, même si le film n'est pas parfait. Dog Soldier de Neil Marshall, que je vous conseille, une petite série B anglaise absolument vraiment bien foutue. Alors bien sûr, il y a la saga des Underworld avec la magnifique Kate Beckinsale, le Van Helsing de Steven Sommers, le réalisateur des Momies et du Retour de la Momie, qui là, bon, fait un film un peu Monsieur Plus, j'en fous partout, mais bon, voilà, il y a Hugh Jackman, il y a Kate Beckinsale, des vampires, des loups-garous, lâchez-vous. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il faut en parler, mais il y a du loup-garou dedans, avec une belle transformation, et bien sûr le Wolfman de Joe Johnston en version longue et uniquement en version longue, parce que ça redonne au film ces petites lettres de noblesse qu'il avait perdues avec la version de cinéma. C'est un film avec Benicio del Toro, Emily Blunt et le grand Anthony Hopkins. En série, nous avons donc La Malédiction du loup-garou de Franck Lupo, avec ses petites transformations. C'est une série un peu à la Hulk, où le mec traverse les États-Unis à la recherche du loup-garou qui l'a mordu pour pouvoir le tuer et ainsi redevenir humain. Buffy, bien sûr, de Joss Whedon, Buffy la tueuse de vampires, avec ses loups-garous. Donc pour ce qui est de Hurlement et du Loup-garou de Londres, je leur mets bien sûr la note de 6 poils sur 6. Et là, du poil, il y en a. Ce sont et resteront des chefs-d'œuvre à tout jamais pour avoir réussi à nous faire rêver pendant tout ce temps, pour le travail fait et exécuté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quels sont les films de loup-garou que vous avez aimés ou détestés, il doit y en avoir quand même. Et pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous et à très bientôt. Bye bye.